Un compresseur, c'est l'un des outils les plus puissants pour tes mixages. Et apprendre à l'utiliser correctement, c'est indispensable si tu veux obtenir des morceaux de qualité professionnelle. Alors bien sûr, c'est pas évident d'aborder un sujet aussi complexe que la compression, surtout quand on réalise le nombre de paramètres disponibles. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais t'aider à trouver les réglages parfaits pour la compression dans tes mixages. Alors, la compression, c'est quoi exactement ? Et pourquoi tu en as besoin? La compression, c'est un outil de traitement audio qui réduit la plage dynamique d'un signal. La plage dynamique, c'est simplement la différence entre les parties les plus douces et les parties les plus fortes de ton signal audio. Et pour que tes signaux sonnent naturellement sur un enregistrement sans éclater tes enceintes, réduire cette plage dynamique, c'est ultra important. Imagine par exemple un chanteur qui alterne entre murmure et cri dans le même refrain. Si on laissait la plage dynamique aussi large que dans la vie réelle, ce serait non seulement distrayant, ça serait difficile à suivre, mais potentiellement douloureux pour les oreilles. Avec un compresseur, ce que tu peux faire, c'est atténuer les pics les plus forts de ta piste, ce qui permet en retour de remonter les parties les plus douces. Donc là, je vais t'expliquer comment fonctionne la compression, comment fonctionne un compresseur. Le principe de base, il est simple en fait. Le compresseur, il réduit le volume d'un signal dès que celui-ci dépasse un certain seuil. Au-delà de ce seuil, tu as accès à de nombreux paramètres qui vont déterminer exactement comment ton compresseur va se comporter. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les différents paramètres de base d'un compresseur pour que tu comprennes bien. Donc le premier paramètre, c'est le seuil, ce qu'on appelle le threshold. Désolé pour l'accent anglais. Le seuil, c'est le niveau à partir duquel ton compresseur va commencer à travailler. Tu vas définir ce niveau en décibels. Et c'est lui qui va déterminer quelle partie du signal sera traitée par le compresseur. Donc, par exemple, tu peux ajuster un seuil à moins 3 dB, à moins 6 dB, à moins 9 dB, à moins 20 dB. Tu fais ce que tu veux. Si tu places le seuil assez haut, il va simplement réduire le gain des transitoires les plus agressifs. Plus tu le descends, plus tu vas compresser une grande partie du signal. Donc si tu es à moins 20 dB, tu vas compresser une grande partie du signal. Ensuite, autre paramètre, le ratio. Le ratio, il détermine l'intensité de la compression une fois que ton signal audio il dépasse le seuil. Il s'écrit sous forme de ratio, donc par exemple 2 pour 1 ou 4 pour 1, 8 pour 1, 10 pour 1, etc. Comparant la réduction de gain en décibels avec le niveau du signal non traité. Plus le premier chiffre est élevé, plus la compression elle sera agressive. Donc si tu as une compression avec un ratio de 10 pour 1, ça sera beaucoup plus agressif qu'une compression avec un ratio de 2 pour 1. Un compresseur avec un ratio de 20 pour 1 d'ailleurs ou plus, c'est généralement considéré comme un limiteur. Les limiteurs de type brick wall vont encore plus loin pour qu'aucune partie du signal ne puisse dépasser le seuil. Ces outils ils sont parfaits pour le mastering, mais peuvent aussi être utiles pour garder sous contrôle les instruments ultra dynamiques. Maintenant, autre paramètre, l'attaque et le relâchement. Donc en anglais, ça fait attack et release. Ces paramètres, ils déterminent la rapidité de réaction de ton compresseur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui oublient d'ajuster ces paramètres quand ils règlent leur compresseur et c'est pourquoi ils ont tant de mal à obtenir des réglages qui sonnent musicales. Toi, ce que tu dois faire, c'est te poser quelques questions essentielles par rapport à ça. Comment veux-tu que la réduction de gain réagisse une fois que le signal passe au-dessus du seuil ? Est-ce que tu veux qu'elle agisse immédiatement ou qu'elle attende une fraction de seconde pour laisser passer la transitoire d'attaque? Une fois qu'elle a attrapé le signal, doit-elle le relâcher tout de suite ou très progressivement? Donc t'inquiète pas, si t'as rien compris, je vais te donner quelques exemples pour que ce soit plus clair. Une attaque lente est parfaite pour laisser passer la transitoire d'un son. Ça préserve ainsi sa dynamique et son punch. Donc par exemple, on recommande généralement d'utiliser une attaque lente sur les batteries. Ensuite, une attaque rapide, elle est idéale pour contrôler les transitoires ultra rapides. Par exemple, tu pourrais utiliser une attaque rapide si l'attaque de ta guitare électrique est trop agressive. Ensuite, on va passer au réglage du relâchement, du release. Un release lent peut rendre un compresseur plus subtil, mais il faut faire attention. Parce que trop lent et il va tenir trop longtemps la compression et ça va écraser la dynamique de l'instrument. Au contraire, un release rapide, il est parfait pour maintenir le groove et le rythme, particulièrement dans les morceaux rapides.
Donc je vais te donner d'autres exemples par la suite, ne t'en fais pas. Bien sûr, ces indications, elles restent générales et c'est à toi d'écouter attentivement pendant que tu ajustes tes réglages d'attaque et de relâchement. Dernier paramètre, le CNI. Le CNI il détermine la façon dont la compression elle est appliquée. Un réglage soft introduit une compression plus progressive, tandis qu'un réglage hard applique une compression immédiate. Donc voilà pour les paramètres d'un compresseur. On va passer à la partie la plus intéressante. On va examiner les meilleurs réglages pour chaque type d'instrument. Donc, premièrement, comment compresser une voix? Parce que la voix, elle a une grande plage dynamique et elle a vraiment besoin de compression. Donc pour la compression des voix, on commence généralement avec un temps d'attaque moyen. Par exemple, aux alentours de 15 millisecondes. Reste pas bloqué sur 15 millisecondes, ensuite il faut ajuster à l'oreille. Ces réglages de temps d'attaque moyen, il permet de laisser passer une partie des transitoires d'attaque sans rendre les voix trop crachantes ni accentuer les sibilantes. Donc je vais te donner quelques points clés pour régler ton temps d'attaque sur une voix. Une attaque rapide donnera à tes voix un son épais et dense. Une attaque lente leur donnera du punch et de l'agressivité. Ensuite, pour le temps de relâchement, il est généralement conseillé de commencer avec une valeur moyenne, environ 40 millisecondes, et d'ajuster selon le résultat. L'objectif, c'est d'avoir ton compresseur qui travaille en rythme avec la musique. D'ailleurs, ton temps de relâchement, tu peux le calculer en fonction du rythme en fait, de ton morceau. Une fois que tu as trouvé les temps d'attaque et de relâchement parfaits, ce que tu peux faire, c'est redescendre ton ratio autour de 1,5. 2. Enfin, tu ajustes ton seuil jusqu'à obtenir environ 3 à 4 décibels de réduction en moyenne. Alors bien sûr, ça c'est les réglages de base, c'est la bonne école. Il y a certains genres qui nécessiteront une compression bien plus forte. Par exemple, il arrive très très souvent de compresser des voix pop ou rock ou hip-hop jusqu'à 10 dB, voire plus, si nécessaire. Donc voilà, je donne des réglages, je donne la bonne pratique. Et puis ensuite, on peut pousser bien évidemment la compression beaucoup plus loin. Si on juge qu'à l'oreille, ça peut apporter un bon résultat. Donc ce qui est important, c'est que si tu compresses fort, ce que je te recommande, c'est d'utiliser une compression en série, c'est-à-dire plusieurs compresseurs, et chacun de ces compresseurs va s'occuper de quelques décibels en compression. Tu verras, ça donne un très bon résultat. Ensuite, on va passer à la basse. Parce que la basse également, elle a besoin de pas mal de compression, surtout les basses qui sont jouées de manière acoustique. Donc pour la compression de la basse, tu peux utiliser un temps d'attaque moyen, encore une fois, pour laisser passer les transitoires. Bien sûr, il est crucial d'écouter ta basse dans le contexte du reste du morceau. Parce que sinon, tu vas faire fausse route. Donc par exemple, si tu travailles avec une basse qui est très piquée, ou un synthé basse, où l'attaque ressort trop, tu peux envisager un temps d'attaque plus rapide pour maîtriser justement ces transitoires, pour les calmer. A l'inverse, si ta basse, elle manque de punch, tu pourrais utiliser un temps d'attaque plus lent pour accentuer justement la transitoire. En fait, tu vois, avec un compresseur, tu peux modeler vraiment le son. Le temps de relâchement dépendra aussi beaucoup de la partie jouée. Parce que par exemple, les lignes de basse plus rythmiques et courtes nécessitent des temps de relâchement rapides pour ne pas être noyé par le compresseur et puis pour garder le groove. Par contre, si tu travailles avec des notes longues et tenues, un temps de relâchement plus lent peut être une bonne idée pour maintenir le volume tout au long de chaque note. Encore une fois, je pense qu'il est préférable d'essayer de suivre l'enveloppe naturelle du jeu de basse pour le temps de relâchement. Maintenant, passons à la compression d'une batterie. Donc dans cette vidéo, je vais partir du principe que tu utilises des batteries électroniques ou des samples. Parce que pour parler de la compression d'une batterie enregistrée, une batterie acoustique, ça pourrait me prendre une demi-heure de plus. Donc je le ferai sans doute dans une autre vidéo. Donc la plupart du temps, pour les batteries électroniques ou les samples, il n'y a pas besoin de compression parce que justement la plupart des samples et des loops ils ont déjà de la compression intégrée. Cependant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas ajouter un peu de caractère à tes batteries avec de la compression de bus. Donc la compression de bus, elle est parfaite pour coller ensemble tes différents samples et loops pour qu'ils sonnent comme une seule unité cohérente. Cette forme de compression, elle ne doit pas être trop agressive parce que la dernière chose que tu veux, c'est d'écraser en fait la dynamique de ton beat. Pour la compression des batteries, donc, le contrôle le plus important à surveiller, c'est le temps d'attaque. Parce que ton temps d'attaque, il va déterminer la quantité de punch
que ton compresseur va ajouter ou retirer à ton beat. Donc si tu veux un beat qui cogne, le réglage correct du temps d'attaque, il est crucial. Passe du temps là-dessus. Avec un réglage d'attaque, tu peux améliorer le punch transitoire de ton beat pour lui insuffler de la vie et le rendre énergique. Le réglage du temps de relâchement, lui, il est tout aussi important. Les temps de relâchement rapides, ils sont parfaits pour les batteries car ils peuvent ajouter du volume et de la densité, mettant en valeur les moindres détails de bas niveau, comme l'ambiance présente dans les samples ou la décroissance de chaque frappe de batterie. Puis il peut faire ressortir vraiment le caractère du son en lui-même du sample. Maintenant, parlons des effets secondaires de la compression. Parce que je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans une petite mise en garde. Selon les réglages que tu utilises, tu risques d'introduire de la distorsion dans ton signal. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas nécessairement, parce que parfois ce petit côté de saturation, ça peut sonner vraiment bien dans un mix, donnant à ton signal ce petit plus dont il avait besoin pour ressortir. Cependant, si tu veux garder un signal propre et une compression aussi transparente que possible, tout en domptant la dynamique, fais attention à ne pas régler ton compresseur de façon trop agressive. Maintenant, je vais répondre à la question, quand utiliser la compression dans un mix? D'après mon expérience, il y a 3 raisons principales qui peuvent te pousser à utiliser de la compression dans ton mix. Les transitions qui dépassent trop du mix, ton mix manque de punch et n'a pas assez de transitoire, tu veux créer un espace dans ton mix où les éléments semblent coller ensemble. Donc voilà les 3 principales raisons. Une dernière réflexion avant de terminer la vidéo. À ce stade, tu te demandes peut-être, ai-je vraiment besoin d'un compresseur? Eh bien ma réponse, c'est absolument pas. Bien que les compresseurs puissent être super utiles pour dompter la dynamique et façonner le son de différents instruments, ils ne sont pas toujours nécessaires. Parfois, la distorsion ou la saturation peuvent donner un effet plus désirable tout en domptant aussi la dynamique. Et puis, ça dépend également du style de musique que tu fais. Mais bien évidemment, si tu sens que ton mix réclame de la compression, alors que tu as besoin de compresser une piste, tu peux utiliser les conseils que je viens de te donner dans cette vidéo pour régler ta compression. Donc voilà, si tu es passionné de production musicale, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre 2 secondes pour t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous, le bouton s'abonner. N'oublie pas non plus d'activer la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Comme ça, tu ne rateras aucune de mes futures vidéos sur le mixage, le mastering et la production musicale en général. Chaque semaine, je publie des nouveaux tutos techniques comme celui-ci, des astuces de production et des guides pratiques pour t'aider à progresser dans tes compositions. Je te dis à très bientôt et ça a été un plaisir de partager tout ça avec toi. Ciao!